Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Voilà, nous sommes le 10 décembre et c'est ton 18e site rep. Alors j'en Ouais, profite à nouveau pour te remercier de ta disponibilité et des informations que tu nous donnes depuis le front. Euh, en regardant ton pré-site rep écrit, on peut constater que c'est presque pareil que la semaine dernière, c'est aussi catastrophique. On est ouais. probablement pas très loin du plafond et pour avoir quelque chose de pire, c'est probablement une offensive ukrainienne, voilà, tout simplement, tellement c'est une catastrophe. Donc je vais te laisser évidemment la parole pour que tu nous donnes toutes ces informations-là. Merci. De rien Tom. Donc durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 10 603 fois le cessez-le-feu, donc bon, c'est un petit peu moins que la semaine passée, mais enfin bon, là on passe plus en dessous de la barre des 1000 bombardements par jour, Oui. dont 3456 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, donc artillerie, mortier, chars d'assaut et lance-roquettes multiples, soit un bon tiers des bombardements, des tirs qui ont concerné cette semaine 28 localités de la République. Donc on a eu une très légère accalmie, on a eu un soir où le temps a été de notre côté, on a eu un vrai blizzard, donc ça les a un petit peu, ça a un peu obligé l'armée ukrainienne à rester aux abris plutôt que de nous tirer dessus. D'accord. Enfin, même comme ça, c'est quand même pas terrible. Ouais. Ouais. Rien que durant les dernières 24 heures, 1275 tirs de plus sont venus se rajouter, dont 35 obus d'artillerie de 122 et 152 mm, 301 tirs d'obus de mortier de 82 et 120 mm et 520 projectiles venant de lance-grenades. Donc, on continue dans Sans les commentaire, conneries. hein. Voilà, sans commentaire. Les tirs les plus intensifs ont principalement visé les localités de Kominternovo, Leninskoye, Sakhanka, donc dans le sud de la République, Grigoyevka, là aussi dans le sud de la République, Dokuchaevsk, Gorovka, Yasinovataya, Krutaya Balka, et les districts de Kuibyshevski, Petrovski et Kirovski à Donetsk. Kuibyshevski, d'ailleurs, où nous nous sommes rendus avant-hier, après une nuit de bombardements intensifs. Je vais en parler un petit peu après. Les tirs de la semaine ont fait 3 blessés parmi les civils. Des bombardements qui ont aussi endommagé ou détruit 60 habitations, dont 13 rien que dans ce fameux district de Kuibyshevski dans la nuit du 7 au 8 décembre. C'est aussi là qu'on a eu les blessés. Donc on a eu de nouveau des bombardements qui ont frappé les lignes électriques, les gazoducs, les stations d'épuration, entre autres les localités de Sakhanka et de Leninskoye qui sont de nouveau sans électricité. À Yasinovataya, les ingénieurs ont enfin pu finir de réparer les lignes électriques et donc la station d'épuration devrait donc pouvoir être relancée aujourd'hui. Le 7 décembre à 17h, les forces armées ukrainiennes ont aussi tiré au mortier sur la coquerie usine chimique d'Avdeïevka, donc qui se situe sur le territoire qui est occupé par l'armée ukrainienne. Donc ils tirent sur le territoire qu'ils occupent. Hein. C'est magnifique. Bah, c'est comme ça qu'on fait les false flags, hein. Voilà. Suite à ce bombardement, donc un feu s'est déclaré sur le territoire de l'usine et immédiatement après, l'artillerie ukrainienne s'est mise à bombarder les positions de l'armée de la République populaire de Donetsk afin de provoquer les forces armées de la République à répondre. L'objectif était bien sûr de faire porter la responsabilité du bombardement de l'usine aux unités de la République. Hein, bon, donc ça c'est une action en plus qui a été bien entendu faite en pleine réunion des groupes de contact à Minsk, comme d'habitude. Le cynisme des autorités ukrainiennes et surtout des commandants d'unités qui font ce genre de trucs ne cesse pas de m'étonner, hein, parce que il y en a aucun qui a pensé une seconde au fait que tirer sur une usine pleine de produits chimiques, ça pouvait déclencher une catastrophe écologique sur toute la région, quoi. Ouais. Mais on a encore une fois des similitudes avec les méthodes, les saloperies qui sont commises également en Syrie, où à chaque fois qu'il y avait une réunion pour tenter de trouver une solution politique, il y avait un false flag, une Une attaque provocation. chimique, tout ce qu'on veut. Enfin, Moi, ça s'appelle c'est la signature du sponsor, je dirais. Et voilà, c'est le c'est même, ça, hein, c'est le signature du même. patron. Voilà, même patron, même méthode.
Donc des tirs qui sont toujours corrigés à l'aide de drones. 9 ont été détectés cette semaine par l'armée de la République populaire de Donetsk. Bon, on en a abattu plusieurs qui ont été montrés par le commandant second Édouard Bassourine. Au niveau armement amené sur le front, les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont repéré de nouvelles armes présentes en violation des accords de Minsk. Près de Gorlovka, un peloton de canons automoteurs de 152 mm Akatia, un peloton de canons de 152 mm Jetsin B, un peloton de canons automoteurs de 122 mm Gvozdika, un peloton de mortiers de 120 mm et un peloton de chars d'assaut. Près de Donetsk, un peloton de canons automoteurs de 152 mm Akatia, un peloton de canons de 152 mm Jetsin B, deux pelotons de canons automoteurs de 122 mm Gvozdika, une batterie de mortiers de 120 mm et un peloton de chars d'assaut. Et près de Mariupol, une batterie de lance-roquettes multiples Grad, un peloton de canons automoteurs de 152 mm Akatia, une batterie d'obusiers D30 de 122 mm, un peloton de mortiers Nona S de 120 mm, un peloton de mortiers de 82 mm, deux compagnies de chars d'assaut et d'infanterie mécanisée. Voilà. Ouais, c'est incroyable, quoi. Il faudrait qu'on fasse une petite séquence vidéo pour expliquer à quoi correspondent toutes ces armes, quels sont les dégâts occasionnés par l'utilisation de ces armes, pour que les gens se rendent compte à quel point on est vraiment dans ce qu'on appelle la destruction et l'assassinat systématique, voulu, planifié, avec des armes qui sont comme les lanceurs de grade, c'est ce qu'on appelle des armes de destruction large. C'est pas c'est pas des destructions sélectives. C'est vraiment j'écrase tout sur une surface assez considérable. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est vraiment ça, c'est des armes pour tout raser sur un périmètre donné. Donc ça, c'est clairement. Donc forcément, c'est pas du petit joujou, c'est pas de l'artillerie de précision. Voilà. C'est vraiment on rase tout sur une surface déterminée et puis basta. Voilà. Donc sur un quartier civil où il n'y a pas un seul bloc-poste, où il n'y a pas un seul. C'est le carnage assuré. Voilà. Donc. C'est le carnage assuré, ça c'est sûr. Bon, là, donc, les observateurs de l'OSCE ont enregistré l'absence de 189 pièces d'armement lourd dans les zones de stockage qu'ils ont prévues du côté ukrainien. C'est normal, ils sont sur le front. Donc, je crois qu'il y en avait 150 la dernière fois déjà. Ouais, là on est monté à 189. On était à 117 la dernière fois. On est monté à 189. On a 29 lance-roquettes multiples BM-21 Grad, 18 lance-roquettes multiples Ouragan, 51 canons automoteurs de 122 et 122 et 152 mm, 12 BMP, 11 obusiers MSTA-B de 152 mm, 6 canons obusiers D20 de 152 mm, 30 mortiers Sani de 120 mm, 25 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 3 canons anti-chars D44 de 85 mm et 4 systèmes anti-aériens mobiles Strela 10. Voilà. Donc, ça, c'est pas du matériel de jardinage, sauf pour l'OSCE, sans parce que l'aveuglement de l'OSCE, c'est de mieux en mieux. Là, je crois que c'est plus moins 85%. Je crois qu'il va falloir qu'on leur offre les lunettes gratuites. Parce qu'ils sont illustrés une nouvelle fois. Donc après ce fameux bombardement lourd du district de Kuibyshevski, déjà, ils se sont ramenés royalement à 13h30. Ah oui. Bah oui. Bon, comment dire, même nous qui avons été délivrés de l'aide humanitaire à Spartak avant de nous rendre à Kuibyshevski, parce qu'on avait prévu cette action humanitaire de longue date, on est arrivé avant eux. Ouais. Non, c'est... Ça va la grâce ce matin à l'OSCE. Je sais pas quels sont leurs horaires, mais ça a l'air d'être très intéressant. Parce qu'en plus, ils ont passé maximum 5 minutes par maison. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent pas non plus faire la fête au bar du coin jusqu'à au banana, se saouler la gueule et puis être frais et dispo à 6h le lendemain matin. Mais bon, en même temps, ils sont pas payés pour aller faire la fiesta au banana. Voilà. Donc, ils ont passé maximum 5 minutes par maison. Bon, je sais bien qu'ils faisaient un peu frisqué, mais quand même. Ils ont pris des photos avec leur smartphone et sont repartis, sans prendre de mesure de cratère, aucune mesure de direction. Et alors, donc j'ai fait un article avec un reportage sur la maison d'une vieille dame, dans le jardin de laquelle un superbe obus, qu'on pensait au départ être du 122 mm, mais il semblerait que c'était du 152 mm, d'après le ministère de la Défense de la République populaire de Donetsk. Ouais. Donc elle fait un cratère de plus de 2 mètres de large, c'est pas 2,50 m de diamètre, dans le jardin.
Ouais, ça fait un joli trou, ouais. Ça fait un joli trou. Ça a emporté complètement le mur d'enceinte du jardin qui était en béton quand même. Hein. Mhm. Le mur a été soufflé complètement. Là, il y avait un arbre à côté décapité et tout le mur du fond constellé, toutes les vitres explosées, bien entendu. Mhm. Et alors, malgré ça, donc l'OSCE, j'ai regardé leur rapport pour la journée concernée. Ils ont quand même réussi à nous pondre que cet énorme cratère, hein, donc de moins de 2 mètres, 2,50 m de diamètre, aurait été causé par un mortier d'au moins 82 mm. Bon, si ce trou a été fait par un mortier de 82 ou même de 120 mm, moi je suis le pape. Hein. C'est-à-dire que la prochaine fois, si tu veux, que l'armée ukrainienne utilisera un Toshka-U, ils vont dire que c'est les conséquences d'une grenade qui a explosé, peut-être. C'est ça, c'est ça. Bah, Lugansk, ils avaient fait la même hein, quand l'aviation ukrainienne avait bombardé le centre-ville de Lugansk. Il y avait un bâtiment qui avait reçu une bombe, un missile, et ils avaient déclaré que c'était une explosion du système de climatisation. C'est un climatiseur qui avait explosé, je te jure, véridique. Non, mais là c'est pas. Je veux dire, un trou de 2,50 m de diamètre. Je veux dire, j'ai déjà vu beaucoup de trous de mortier. On en a vu d'ailleurs, hein, des trous laissés par des mortiers à d'autres endroits à Kuibyshevski. Bon, ça te fait un trou, mais ça te fait ça te fait des trous comme ça, quoi. Une trentaine de centimètres de diamètre. Voilà. D'ailleurs, ça n'a pas d'intérêt que le mortier explose en profondeur, puisque c'est une arme pour blesser, voire tuer à la surface. C'est ça. Donc c'est pas l'objectif. Donc là, t'as un superbe cratère. Enfin, je veux dire, on mettra le lien vers ma vidéo. Les gens pourront se rendre compte de la taille du truc. Je suis juste à côté. Enfin, c'est monstrueux. Et ils osent nous sortir que c'était fait par un mortier d'au moins 82 mm. Enfin, bon, là, ça devient n'importe quoi. Ouais. Donc quand l'armée ukrainienne va utiliser des grades, ils vont nous dire quoi? Que c'était un mortier de 120? Ben, je veux dire, c'est n'importe quoi. Distribution de bonbons à l'approche de Noël, hein. C'est peut-être ça qu'ils vont nous dire. Hein. C'est ça, ouais. C'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, l'OSCE, c'est de pire en pire. Hein. C'est vraiment. Et plus ça va, moins ils en foutent. Hein. Donc, bientôt, ils resteront à l'hôtel. C'est pas plus mal. Moi, ça leur évitera de pondre des conneries. Ça, c'est pas sûr, malheureusement. Ouais. Dans ce contexte, l'armée ukrainienne a continué des petites attaques sur la ligne de front pour essayer de percer les lignes de défense, comme le 7 décembre justement, où 25 soldats des forces spéciales de l'armée ukrainienne ont tenté de percer les positions de l'armée de la RPD près de Vodianoye et ont été repoussés après avoir eu 2 morts et 4 blessés. Voilà. Ils ont toujours pas compris. Non, c'est du masochisme à ce stade-là, hein, quand même. Hein. Je vois pas, c'est soit ça, soit du débilisme, mais peut-être les deux en même temps. Il va falloir distribuer des cerveaux de l'autre côté, hein, dans la partie ukrainienne. Je sais pas si la greffe de cerveau a été inventée encore. Ouais. Pas sûr. Ouais. D'ailleurs, à force de se perdre des soldats à tir-larigot, on voit bien entendu de plus en plus de mercenaires et d'instructeurs étrangers. Donc cette semaine, la présence de combattants venant du Canada, de la Pologne, de Hongrie et de Slovaquie a été notée. Il a aussi été découvert que les combattants ukrainiens du bataillon spéciaux organisent des safaris dans la zone de l'opération antiterroriste. Ah, de mieux en mieux. Voilà. Ils ont lancé des appels sur les réseaux sociaux aux nationalistes étrangers afin que ces derniers puissent venir exécuter des séparatistes. Voilà. Donc suite à l'attaque faite par un de ces trous du cul, j'ai pas d'autre terme, les tirs en retour des unités de la RPD ont éliminé un citoyen canadien qui était venu dans le Donbass pour tirer vers nos positions. Ils ont retrouvé, l'armée de la RPD a retrouvé une cartouche de Magnum Winchester, typiquement produite par des pays de l'OTAN. Ouais, voilà. Les preuves s'accumulent, hein. Les preuves de l'implication de l'OTAN s'accumulent, tout simplement. Voilà, donc ça c'est ce qui s'appelle pour ce monsieur prendre un aller simple. Voilà, bien fait. S'il y en a d'autres qui veulent des visas touristiques avec retour en cercueil, il n'y a pas de problème, hein, venez, on se fera un plaisir de vous renvoyer à la maison entre 4 planches. Ouais, puisqu'ils ont décidé de venir tuer des civils et les gens... venir faire du safari pour tuer des gens. Mais là, vraiment, c'est des preuves qui s'accumulent, qui démontrent que Kiev s'attaque à son propre peuple. Hein. Voilà, simplement. C'est-à-dire que ça va juste remplir le dossier qui va les envoyer
probablement se faire pendre pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, peut-être aussi. La pièce pour les archives, là, je pense que Ouais, elle va être remplie, ouais. elle va être énorme. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on va trouver de la place pour mettre tout le dossier. Hein. Ça, je pense qu'il va être tellement lourd que. Il va s'accumuler très vite, ouais. Ouais. Des affrontements aussi qui ont été enregistrés. Donc, comme la semaine dernière, entre les unités nationalistes et l'armée ukrainienne. Ainsi, hier, près de Kominternovo, une unité de secteur droit a tiré au mortier sur les positions de la 36e brigade de marine, stationnée à Talakovka. Ils ont tiré en tout quand même 80 mortiers de 120 mm. Hein. Alors, ils ont pas fait dans la dentelle, là. Faut préciser parce que, évidemment, toi tu sais parfaitement de qui il s'agit, que là, dans ce cas précis, il n'est pas question des forces de la RPD, là. Hein. Ils se tirent dessus entre eux. Entre eux, voilà. Donc entre les unités, ces fameux bataillons spéciaux qui sont majoritairement composés de nationalistes, pour pas dire des nazis, Oui. et les troupes régulières de l'armée régulière ukrainienne. Donc déjà la semaine dernière, on avait signalé qu'ils avaient tendance à se tirer dessus entre eux. Bah là, ça continue. Donc, ouais, et puis ils font pas dans la dentelle, donc 80. Ah non, 80 mortiers de 120 mm, hein, de 120 ouais, mm, c'est même pas du 82. Hein. Oh, c'est ubuesque. C'est n'importe quoi. À Avdeïevka, donc les soldats d'une unité de mortier s'amusent à tirer depuis les quartiers résidentiels. Crime de guerre, donc. Ah, donc ils utilisent la population comme bouclier civil. Et donc ils prennent les maisons comme abri pour se réfugier après leur tir contre l'armée de la République populaire de Donetsk. Résultat, 20 familles ont quitté leur maison parce que elles étaient transformées en cibles. Bah forcément, oui. Voilà. Ça aussi, ça rappelle des petites choses d'Alépeste, par exemple. Hein. Ah, c'est ça. Ah oui, voilà. C'est ça. Bouclier humain. Voilà. On se cache dans la population civile et puis on tire. Enfin, ça leur a plus trop réussi là, ces dernières heures. Hein. Il reste pas grand-chose d'ailleurs à Alep. Hein. La poche, là, elle doit faire comme peau de chagrin, à peine 2-3 km de diamètre. Là, c'est quasiment plié. Hein. Bon. Ouais, donc, voilà. Donc ça se rajoute aux atrocités commises par les soldats ukrainiens. Absolument. Et là, on vient de tomber encore plus bas dans l'horreur. Bon, on était déjà loin hein, quand même. Hein. Mais a été découvert sur les réseaux sociaux la photo d'un soldat ukrainien posant à côté de la main d'un séparatiste coupé accroché à la roue de secours de sa voiture. Ouais, dans le genre immonde, ouais. Ces trous du cul, non seulement commettent des crimes de guerre et des atrocités, mais en plus ils se cachent même pas. Photo qui a été postée par la femme du soldat en question. Elle non plus, il n'y a rien qui la choque. Tout va bien. Semble-t-il, c'est une petite astuce qu'il a appris des instructeurs américains. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Donc, d'accord. Donc là, Washington va avoir un passif qui va devenir particulièrement lourd. Hein. Oui, puis bon, quand on voit que c'est aussi le genre de méthode qu'utilisent les islamistes en Syrie. Voilà. Encore une fois, on voit le lien. Si on a besoin d'une preuve que le patron c'est le même, bon, c'est QFD, hein, ce qu'il fallait déduire. Ouais, c'est ça. Donc, suite à cela, l'homme d'affaires Alex Krepchinski, qui était devenu célèbre pour avoir aidé la famille de la jeune fille attaquée par les nationalistes ukrainiens, elle portait un ruban de Saint-Georges le 9 mai, donc il avait aidé cette famille à quitter Kiev. Il a lancé un appel à trouver l'adresse de ce soldat contre récompense. Bon, ça a été trouvé très vite. Hein. Bon, pas pour de la vengeance, hein, mais pour servir à poursuivre en justice ce salopard. Ouais. Voilà, donc il y a encore des hommes d'affaires qui ont quand même un minimum de conscience en Ukraine et qui décident de faire ce qu'il faut, hein, parce que là vraiment. Et donc là, dans la lignée de ce genre de conneries, près de Krasnogorovka, dans la zone de responsabilité de la 92e brigade mécanisée, lors des célébrations du jour des forces armées ukrainiennes, les soldats ukrainiens, après avoir bu jusqu'à plus soif. Ils sont bourrés la gueule. Ils ont décidé de lancer des feux d'artifice en utilisant des armes à feu et de la pyrotechnie. Ouais. Résultat, ils ont brûlé 7 maisons. Voilà, c'est ça. Donc 7 familles qui se retrouvent à la rue en plein hiver. En plein hiver, voilà, donc c'est magnifique. Convoqué le lendemain par le chef de l'administration locale, le commandant de l'unité concernée a prétendu que le feu avait été déclenché par des bombardements de l'armée de la République populaire de Donetsk. Voilà, ils ont bon dos. Ils sont beaux les libérateurs du Donbass, hein. Purée, avec des libérateurs comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, hein. C'est clair. Au secours.
Les forces de la Voilà. DNR jouent évidemment, encore une fois, les vilains petits canards, à qui on met tout sur le dos, forcément. Bon, bah toutes ces conneries sont pas prêtes de s'améliorer quand on voit l'avancée de la situation politique, donc des accords de Minsk, parce que ça progresse toujours pas. Hein. Donc Kiev interrompt systématiquement les réunions des groupes de contact, change d'avis comme de chemise au sein de la même réunion. L'établissement de la fameuse feuille de route là qui devait être faite rapidement, bah, c'est toujours au point mort. Ça, c'est Sergueï Lavrov qui a fait cette déclaration hier, puisqu'aucune approche commune n'a été trouvée, bon, du fait du blocage de l'Ukraine, même si Lavrov s'est abstenu de donner le nom du pays qui bloque. On se doute bien duquel c'est. Bah voilà, on en a parlé juste un peu avant, là, comme le sponsor et l'inspirateur des néo-nazis et de leur méthode de leur méthode criminelle. Voilà. Donc bon, il y a peu de chances que cette feuille de route soit adoptée d'ici la fin de l'année, comme c'était prévu. Hein. Je pense que là, faut être un peu réaliste. L'échange de prisonniers semble lui avancer un petit peu avec une proposition de Kiev d'échanger 228 prisonniers détenus par Kiev contre 42 détenus par la RPD et la RPL. Bon, faut voir si Kiev va tenir ses engagements ou se désister encore une fois à la dernière minute, parce que s'ils nous ont fait le sketch un bon paquet de fois. Le rétablissement de l'approvisionnement en eau de la République populaire de Lugansk, quant à lui, est censé être résolu d'ici le 15 décembre. La coupure serait due à un problème de paiement pour l'électricité fournie à la station d'épuration en fait qui fournit l'eau. Bon, bah forcément avec le blocus économique et bancaire que Kiev impose ici, c'est un petit peu compliqué pour Lugansk de payer ce qu'ils doivent. Bah oui. Et la Croix-Rouge a refusé de continuer à le faire comme elle l'avait fait plusieurs fois. Donc je ferai aucun commentaire sur ce que je pense de cette organisation parce que sinon je vais vraiment devenir vulgaire. Oui, parce qu'il y a déjà des précédents avec la Croix-Rouge à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Leur visite très étrange dans le camp de concentration de Theresienstadt, hein, où soi-disant tout se passait bien avant juste qu'ils soient tous déportés dans les camps d'extermination. Donc la Croix-Rouge déjà, il y a quand même des choses à se poser, des questions à se poser là-dessus. Hein, ouais. Voilà, mais bon là, je veux dire, il censé être un truc humanitaire, je veux dire. Se retrouver à refuser de payer et de foutre la population de Lugansk, une partie de la population sans eau courante, enfin je veux dire... Surtout que la Croix-Rouge a les moyens de se faire rembourser largement. Il y a toujours moyen après de se faire rembourser auprès de Lugansk, c'est juste un problème d'arriver à mettre au point une solution technique pour assurer les paiements. Bah oui. C'est juste ça. Bon. Dans les trucs un petit peu plus positifs, malgré la guerre et les bombardements, donc 36 sapins de Noël sont en cours d'installation dans les différentes villes et districts de la République populaire de Donetsk. Leur installation sera terminée entre le 23 et le 26 décembre, puisqu'ici, nous sommes en zone orthodoxe. Noël est fêté début janvier. Exact. Évolution générale de la situation en Ukraine. Les Pays-Bas refusent de ratifier l'accord d'association entre l'Union européenne et Kiev si des garanties juridiques ne sont pas obtenues. C'est aujourd'hui le dernier pays de l'UE à ne pas avoir ratifié cet accord d'association. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a demandé des garanties juridiques aux dirigeants de l'Union européenne au sujet du contenu de l'accord d'association avec l'Ukraine. Les Pays-Bas ne veulent pas que l'accord d'association puisse concerner des questions de défense ou une future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Selon le Premier ministre néerlandais, les garanties doivent avoir une force juridique. Mark Rutte, donc, qui souhaite obtenir une décision signée par les chefs de gouvernement des pays membres de l'Union européenne, a menacé: si nous ne l'obtenons pas, le lendemain nous présenterons au Parlement une loi stipulant que nous ne ratifierons pas l'accord d'association. Bon, en clair, pour l'Ukraine, c'est toujours pas gagné. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En même temps, elle fait rien pour que son image s'améliore avec le temps. Hein. Non. D'ailleurs, il semble bien que les USA aient décidé de se débarrasser de Poroshenko, comme je le pensais, pour placer à la tête de l'Ukraine plus radicale que lui, afin de provoquer la Russie. Et quoi de mieux pour cela que d'utiliser la bonne vieille recette de la dénonciation pour corruption qui a si bien marché contre Yanukovych. Là, ils nous ont sorti un ancien député ukrainien réfugié à Londres, ils nous ont sorti ça de leur chapeau. Un ancien député qui a dénoncé publiquement le fait que Poroshenko se serre dans la caisse, soudoie les députés ou les menace de poursuites judiciaires pour les faire plier. Il a aussi déclaré que l'argent du FMI avait servi à financer la guerre dans le Donbass. La mince alors, en voilà une nouvelle. C'est un secret de polichinelle quand même. Hein.
Voilà, Bon. pour ceux qui s'informaient ailleurs que chez BFM USA, ouais. Lors d'une interview accordée donc à la chaîne Russia Today, Alexandre Onitchenko, de son petit nom, a déclaré que Poroshenko réglait avec de l'argent toutes les questions importantes mises au vote, telles que la nomination du procureur général, les remaniements aux postes clés des services de renseignement et la nomination des juges, et que la majeure partie de l'argent du FMI est allée à la guerre, une guerre que Piotr Poroshenko a tout intérêt à poursuivre. Tous les contrats relatifs à la guerre sont remplis par des entreprises proches du président. Pour eux, le président et son entourage, ce n'est qu'un business. Voilà, s'il y en a qui se demandaient... Où allait l'argent et puis quel est l'intérêt de maintenir cette espèce de guerre de basse intensité. Voilà. Mais visiblement, ça ne suffit pas encore pour Washington. Non. Et puis, alors que beaucoup de personnes, ainsi que la Russie, avaient condamné le fait que le FMI, bafouant ses propres règles, avait accordé des aides financières à un pays en proie à une guerre civile, voilà maintenant que cette transgression éclabousse l'institution. Si cette règle avait été mise en place, c'était pas pour les chiens, c'était pour une bonne raison, pour éviter justement ce qui s'est passé en Ukraine, c'est-à-dire que l'argent serve à financer la guerre. L'ex-député ukrainien a saisi la justice américaine afin de faire traduire en justice le soi-disant président ukrainien et a appelé l'Europe à cesser de financer l'Ukraine pour arrêter de nourrir la corruption endémique qui y règne. Eh ben, on n'est pas dans le... Parce Non. que là, pour le coup, pour faire cesser ça, il va falloir du temps et de l'énergie. Puis autre chose que la passivité de l'OSCE dans le Donbass pour constater les dégâts réalisés par la partie adverse. Oui, et puis en plus il y a un clou supplémentaire dans le cercueil de la réputation de l'Ukraine qui a été ajouté par nul autre que la Cour des comptes européenne. Alors que la propagande pro-OTAN, pro-UE nous avait vendu les grandes réformes et la démocratie qui était soi-disant devenue l'Ukraine post-Maïdan, voilà que le conte d'Alice au pays des merveilles se transforme en bad trip. Parce que la Cour des comptes européenne vient de classer quand même l'Ukraine comme étant le pays européen le plus corrompu. Mais pour pas totalement torpiller la machine de propagande pro-ukrainienne, l'institution n'a pas jugé bon d'expliquer comment Kiev avait dépensé les milliards d'euros fournis par l'Union européenne pour soutenir le budget du pays. C'est qu'il faudrait quand même pas que l'Union européenne se retrouve trop vite sur le banc des accusés comme complice des crimes de Kiev dans le Donbass. Alors la Cour des comptes européenne élude la question en prétendant ne pas avoir réussi à déterminer où étaient allés les fonds européens, pour ne pas devoir admettre que comme l'argent du FMI, celui de l'Union européenne a fini dans les mêmes poches pour l'achat des mêmes obus, roquettes, armes et munitions qui tuent chaque semaine des citoyens du Donbass. Voilà, si vous vous demandiez tous où passer vos impôts, maintenant vous savez. Ils sont courageux mais pas téméraires. Ils veulent bien dénoncer quelque chose qui devient une évidence, mais pas au point de dénoncer les commanditaires et les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Mais c'est quand même magnifique. Pendant ce temps-là, à Kiev, suite à toutes ces révélations, le soi-disant président ukrainien Piotr Poroshenko est un petit peu dans la mélasse, de chocolat bien sûr. Donc résultat, parachat s'affole et menace de poursuites judiciaires les médias britanniques qui ont osé révéler ces petites magouilles. Ainsi, le journaliste du quotidien britannique The Times, Maxime Tucker, a révélé sur son compte Twitter avoir reçu des menaces de la part des avocats de Piotr Poroshenko pour avoir publié des révélations sur sa corruption. Il a aussi assuré ne pas être le seul à avoir reçu de telles missives. Les menaces venant de Poroshenko, ça reflète clairement l'attitude du dirigeant ukrainien à l'égard de la liberté de la presse, on en a déjà largement parlé, et montre que il a peur là quand même, il a quand même très très peur des accusations de Onitchenko. Mince alors, moi qui croyais que l'Ukraine c'était une démocratie, tout ça, on nous aurait menti à l'insu de notre plein gré, et surtout à l'insu du plein gré des médias occidentaux qui sont aujourd'hui menacés, et alors qu'ils nous assènent depuis 2 ans des contre-vérités sur la situation en Ukraine. Mince alors. Il y a des remises à l'heure qui sont en train de se faire aussi avec ce qui se passe à Alep. Et ça va se faire pareil pour le Donbass. Et je pense que là, la classe journalistique va avoir un sérieux problème pour essayer de justifier sa contre-position. Là, j'ai vu un article d'Euronews sur la situation à Alep où ils disent que des groupes rebelles auraient commis des exactions contre la population civile. La merde alors, je croyais que c'était des rebelles modérés. Depuis le temps que nous le disions. Voilà.
Ah, mais c'est comme les journalistes européens qui s'étaient d'un seul coup inquiétés d'état de la profession de journaliste en Ukraine quand le site Mirotvorets avait publié la liste des journalistes qui avaient obtenu une accréditation pour travailler en RPD et en RPL, dans liste dans laquelle certains d'entre eux se trouvaient, et ils ont poussé des cris d'orfraie quand un journaliste allemand a été menacé par des nazis, quoi. Ah oui, bah oui. Là, voilà. Tant que c'était des gens comme Graham ou Graham Phillips ou Patrick Lancaster ou moi-même qui nous faisions menacer, tout le monde s'en foutait. Voilà. Par contre, du jour où là ils sont concernés, d'un seul coup, ah merde, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas bien, au secours, les droits de l'homme. Et ben voilà. Ça leur revient en pleine figure comme un boomerang. Il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre hein, depuis le temps qu'on le dit. Hein, voilà, puis c'est pas avec les bras cassés de la police ukrainienne que la réputation de l'Ukraine post-Maïdan va s'améliorer. Oula oui. Puisqu'après avoir remplacé les policiers compétents mais consciencieux et attachés à la légalité par des jeunes débiles nationalistes loyaux aux nouvelles autorités et formés et habillés aussi par les USA, il fallait s'attendre bien entendu à un carnage. Bon, déjà que les chiffres de résolution des crimes de ces unités ne sont pas brillants, sans parler du nombre phénoménal de voitures de police détruites lors d'accidents de la route. Mais là, ils nous ont offert un numéro comique digne des films de Police Academy. Ouais. La tragédie s'est produite dans le district de Brovary, près de Kiev, lorsqu'un groupe de policiers surveillait les hommes en train de cambrioler une maison. Alors que les criminels faisaient irruption dans le bâtiment, une alarme s'est déclenchée et une autre unité de police est arrivée sur les lieux avant d'interpeller les officiers déjà présents sur place. Puis, des membres des forces d'élite convoqués par ces derniers sont eux aussi arrivés sur place. Et c'est pas tout ce qui serait passé, la confusion l'a vite emporté, et un des groupes a pris ses collègues pour des complices des malfaiteurs. Ils sont très forts. Voilà. Je pense que chacun donc ils se sont tirés dessus, oui. Donc ils se sont tirés les uns sur les autres, et résultat, 5 policiers sont morts. Je pense qu'il y a 2 grammes de vodka, d'alcool dans le sang pour tous ces gens-là, là, hein, parce que quand même, je pense qu'on pourrait être même au-delà de 2 grammes. Hein. Je pense que là, sincèrement, c'est n'importe quoi. Hein. Donc ils nous ont fait une soi-disant réforme de la police pour en arriver là. Bon. Ah bah au secours les réformes alors. Hein. Ouais. C'est pas tout de leur mettre des jolis uniformes et des jolis. Faut veiller des Prius ou des Lexus, je sais plus ce qu'il leur a effilé comme voiture. Des Lexus, bah rien que ça, ouais. Alors, à ce prix-là, vaut mieux leur étudier la greffe du cerveau, hein, parce qu'à mon avis, ça aura moins d'effets négatifs, hein, d'effets négatifs secondaires. Hein. Et puis je pense que le retour sur investissement sera plus rentable, sincèrement. Hein. Aussi. Franchement, là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est des débiles. C'est des débiles. J'ai pas d'autres termes. Je veux dire, là, c'est quand même. Alors déjà, ils se tirent dessus des fois entre eux, hein, entre unités nationalistes et soldats, et maintenant même entre unités de police, maintenant ils se tirent dessus. Ce qui prouve que c'est un système qui n'a pas d'avenir, puisqu'ils ne peuvent compter que sur des gens comme ça pour maintenir un système aussi pourri. Parce que les gens intelligents, il y a longtemps que les gens compétents et intelligents, il y a longtemps qu'ils sont partis, ils sont peut-être même partis en Crimée, et ils y sont restés, hein, ou en Russie, etc. Donc il reste que les tocards. Là, ça en dit long quand même. Hein. Là, on a atteint un niveau de débilisme phénoménal. Donc voilà, bon, si on continue sur cette lancée à 10 000 bombardements par semaine, je pense que décembre, sauf si on arrive à instaurer une trêve de fin d'année. Oula. Bon, je pense qu'on est quand même mal parti là pour décembre. Est-ce que tu crois franchement que Noël pourrait être utilisé hein? Je suis très sceptique. C'est pas. Oui. Je crois qu'il ne faut pas compter dessus. Hein. Non. Je crois qu'il faut pas compter pas dessus. Non plus. Ou alors ça tiendra un jour ou deux et puis ça repartira après comme en 40. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, je veux dire, la DNR pourra pas éternellement accepter qu'un tel niveau stratosphérique de bombardement reste sans réponse militaire de la DNR et de sa copine à côté, hein, c'est-à-dire la LNR. Ce que je répondais à certaines personnes qui ont commenté sous certains des articles en disant mais pourquoi vous leur en mettez pas plein la tronche, comme j'ai indiqué plus tôt, hein, quand ils installent leur mortier ou leur canon au beau milieu d'une cour d'hôpital ou à côté des maisons,
c'est bien joli de nous dire de leur en mettre plein la gueule, mais on Ouais, fait quoi des civils qui sont à côté ou de l'hôpital? bah On leur oui. en met plein la gueule aussi. Je veux dire, Mm. ici, c'est pas l'armée ukrainienne, hein. Nous, on tire pas volontairement sur des cibles civiles en sachant qu'on va faire des victimes parfaitement innocentes. Je veux dire, ça, c'est... Ils se gardent bien Non. d'installer leur canon en plein milieu d'un champ, hein, parce qu'ils savent très bien que là, par contre, la DNR va pas hésiter un seul instant, hein. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'ils installent leurs canons euh, près d'installations d'infrastructures civiles, donc habitations, hôpitaux, jardins d'enfants, écoles, enfin tout ce genre de trucs. C'est volontaire, c'est parfaitement volontaire. Donc pourquoi on laisse tirer? Parce qu'on va pas trucider des civils qui ont pour seul tort de se retrouver dans la zone occupée. Je veux dire, enfin, C'est c'est d'ailleurs pour cette raison-là d'ailleurs que c'est considéré comme un crime de guerre, hein. C'est un crime de guerre puisque ils utilisent les civils comme bouclier humain, c'est-à-dire comme que bouclier humain. ils essayent de se mettre en protection pour pouvoir tirer à tir-larigot, comme tu disais, sur les civils dans la DNR et la LNR, hein, la République populaire de Donetsk et de Lugansk, et de faire en sorte que de compter sur les scrupules et ce qui reste quand même assez nettement de morale pour ces deux républiques, de ne pas bombarder en retour pour éviter de toucher les civils. Et ils comptent là-dessus, hein. Mais bien sûr, C'est c'est exactement... volontaire, hein, c'est volontaire. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui en aient marre de voir ces niveaux stratosphériques de bombardement. Nos unités répondent, mais voilà, il faut le temps de vraiment cibler très précisément chaque pièce d'artillerie pour être sûr de toucher que la pièce d'artillerie et pas ce qui se trouve à côté. Et ça, bah ça oui. prend du temps. Donc, le temps qu'on arrive à cibler la pièce d'artillerie en question, elle a le temps de tirer un certain nombre de fois, hein. Et, Donc ça, malheureusement, et donc la seule conclusion à laquelle on arrive, c'est que la seule solution pour empêcher ça ou pour faire cesser ça, eh ben, il n'y en a pas 36, hein. C'est-à-dire qu'il faut que les populations d'Europe se mettent debout, sortent dans la rue ou demandent expressément et en masse au gouvernement européen, en particulier la France et l'Allemagne qui sont garants des accords de Minsk, de faire scrupuleusement, immédiatement et sans faiblesse respecter les accords de Minsk. c'est C'est ça. la seule solution, parce que C'est la la seule DNR et solution. la LNR ne peuvent pas faire autrement que de défendre bec et ongle, j'irais, ses propres civils, en essayant Mm. de ne pas toucher les civils qui sont en dehors de leur juridiction. C'est ça. Parce que c'est la même population, c'est les mêmes familles, même, C'est ça. carrément. C'est ça. Oui, Voilà, oui. donc... Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on est bien parti pour que décembre soit assez catastrophique, je pense. Donc, on va voir comment ça évolue, voir aussi ce que les conditions climatiques vont oui, 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 bah oui, amener, hein, parce que la semaine prochaine annonce une vague de très grand froid, oui. de nouveau, avec des températures en dessous de -10, donc Et puis des chutes de neige, hein. Donc des ça chutes va de être... neige, ouais. ça sera les conditions extrêmes, hein. C'est-à-dire que là... Mm. alors on peut se dire ils vont hésiter d'attaquer s'ils avaient l'intention de le faire. Ils vont hésiter d'attaquer pendant la période des tempêtes de neige. On n'est même pas sûr de ça parce que ils peuvent très bien s'inspirer de la bataille des Ardennes, hein, c'est-à-dire de la contre-offensive allemande des Ardennes belges, en plein hiver, en bénéficiant du tapis de nuages qui permet d'éviter la sortie de la, comment je dirais, des forces aériennes éventuelles de Russie qui viendraient prêter main forte aux deux républiques lâchement attaquées. Donc tout est possible malheureusement. Surtout que Poroshenko, malheureusement pour lui, et heureusement pour nous en un certain sens, visé par une je dirais, une tentative de sortie à coup de pied dans les fesses Ah de bah son poste de il président, goûte à hein. la tisane qui a été imposée à Yanukovych, hein. Voilà. Pas pleurer sur son sort. Par Bon, contre là, donc on va voir l'évolution de la situation, voir ouais, s'ils arrivent à faire dégager Poroshenko et à placer plus radical que lui à la tête de l'Ukraine, auquel cas la situation risque de dégénérer brutalement. Donc oui, ouais, situation à suivre. tout à fait. Voilà. Merci Christelle encore une fois. Rien, Toujours Tom. prudence parce que là les choses, plus le temps passe, plus nous avançons dans le temps et plus les choses se radicalisent donc Ouais. et sont forcément dangereuses. Toi tu es sur place là-bas et
et tu mets en danger ta propre vie et ta propre sécurité pour nous donner ces informations-là. J'espère que chacun de ceux qui écoutent, et puis surtout chacun de ceux à qui c'est destiné, ce site rep, se rend bien compte que tu prends des risques pour les informer, pour qu'ils puissent réagir positivement, c'est-à-dire énergiquement contre cette infamie. Voilà. Merci Christelle. De rien, Tom, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir.